Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où tu m'écoutes. Partage-le en commentaire et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune des prochaines réflexions. Ensemble, on entre dans un voyage intérieur profond. Il y a une vérité discrète mais puissante. Ta vie n'est pas façonnée par tes rêves les plus ambitieux, mais par le niveau énergétique que tu tolères quotidiennement. Tu peux écrire des objectifs, répéter des affirmations, imaginer une vie lumineuse. Mais si, dans les profondeurs de ton inconscient, tu acceptes encore le moyen, la réalité ne dépassera jamais ce seuil silencieux. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient revient sous forme de destin. Et ce destin, dans cette perspective, n'est rien d'autre que la fréquence psychologique que tu émets. Chacune de tes pensées, de tes réactions, de tes habitudes, diffuse une onde. Comme si ton âme fonctionnait telle une antenne, transmettant constamment des signaux à l'univers psychique autour de toi. Ceux qui stagnent émettent une fréquence affaiblie, et la vie leur renvoie des circonstances du même ton. Ceux qui vivent avec rigueur, engagement et respect de soi émettent une vibration claire et la vie leur répond avec des opportunités alignées. Ce n'est pas une magie ésotérique, mais une loi naturelle, celle de la résonance psychologique. Tes standards de vie, ce que tu tolères, ce que tu acceptes, ce que tu repousses, ne sont pas de simples choix conscients. Ils sont aussi des messages que tu adresses à ton inconscient. Lorsque tu avales ton repas à la va-vite, que tu retardes une promesse faite à toi-même, ou que tu restes dans une relation vide, tu dis à ton monde intérieur « c'est ce que je mérite ». Et l'inconscient, loyal comme un vieux miroir, se charge de reproduire cela à plus grande échelle. Dans ton corps, tes relations, ton travail et même ton avenir. C'est pourquoi élever tes standards n'est pas un caprice de développement personnel. C'est une reprogrammation intérieure, un changement de fréquence. Car la majorité d'entre nous ne vit pas selon ses propres critères, mais selon des conditionnements transmis dès l'enfance. N'en fais pas trop. Contente-toi de peu. Ne dérange personne. Ces messages forment un plafond invisible. Tu crois décider, mais en réalité tu répètes. Jung appelait cela l'influence de l'inconscient collectif. Une sorte de programme silencieux qui définit ce que tu te permets d'être. Mais dès que tu refuses ce « assez bien », quelque chose s'éveille. Tu fais un pas hors de la masse et ton énergie commence à changer. Ce n'est pas immédiat, ni spectaculaire, mais c'est réel. Tu marches plus droit, tu respires autrement. Tu ressens une stabilité nouvelle, comme si quelque chose à l'intérieur s'alignait enfin. Et c'est là que tout commence. La plupart des gens pensent qu'ils manquent de discipline, de motivation ou de courage. Pourtant, ce qui freine vraiment notre élévation n'est pas un défaut de force, mais l'attrait silencieux du confortable, ce territoire où rien ne menace notre identité, où l'on ne risque ni jugement, ni chute, ni transformation profonde. C'est le terrain du juste assez, là où l'âme s'endort sans bruit. Lorsque tu commences à élever tes standards, l'inconscient ne reste pas passif. Il réagit comme un organisme qui tente de préserver son équilibre. Il envoie des voix douces, familières, rassurantes. Tu as déjà fait beaucoup. Tu peux te reposer. Tu n'as pas besoin de changer maintenant. Tout va bien comme ça. Et c'est précisément là que commence la bataille intérieure, non pas entre toi et le monde, mais entre ton potentiel et ta version acclimatée au confort. Jung expliquait que la persona, ce masque social conçu à l'origine pour nous aider à nous adapter, finit par devenir un sédatif. Au lieu de nous protéger, elle nous endort. On cesse de vivre pour répondre à l'appel intérieur et on commence à vivre pour être accepté. Tu postes une photo et attends les réactions. Tu donnes ton avis, mais seulement s'il est bien reçu. Tu choisis des chemins raisonnables pour ne pas paraître étrange, naïf ou excessif. Ainsi, peu à peu, tu renonces non à tes capacités, mais à ta vérité. Ce processus est subtil. Il ne dit jamais « sois moins toi ». Il murmure « sois normal ». Mais ce normal a un prix lourd. L'amputation silencieuse de ce qui te rend unique. Une vie sans risque peut paraître paisible, mais c'est une paix qui ressemble à l'eau stagnante.
sans mouvement, sans profondeur, sans croissance. Jung décrivait aussi un autre phénomène crucial, l'énantiodromie, la loi selon laquelle tout extrême finit par basculer en son contraire. Lorsque l'on choisit trop souvent la facilité, elle finit par devenir lassitude. Ce qui semblait doux se transforme en vide. Enfin, la vie, à force de nous voir endormis, nous réveille par des crises, burn-out, rupture, ennui existentiel, perte de sens. Non pas pour nous punir, mais pour nous ramener vers nous-mêmes. Car le moyen n'est pas une zone stable. C'est un déclin lent. Observe quelqu'un qui commence sa carrière avec ambition, mais qui, au fil des années, se contente d'assurer. Au début, ce relâchement semble sain, puis vient la stagnation, puis l'amertume. Jusqu'au moment où la personne croit que la vie n'offre plus rien. Mais ce n'est pas la vie qui s'est retirée. C'est elle qui a cessé de demander. Élever tes standards n'est pas faire plus. C'est refuser de t'endormir là où ton âme veut s'élargir. Et une fois que tu reconnais cette tentation du confortable, un nouveau chemin s'ouvre, celui où tu ne vis plus pour éviter la douleur, mais pour honorer ta expansion. Quand on parle d'élever ses standards, beaucoup pensent immédiatement à performance, perfection, exigence. Mais dans une lecture jungienne plus subtile, élever ses standards ne signifie pas faire plus. Cela signifie instaurer une loi intérieure, un ordre intime entre ton ego et ton âme. Cette loi n'est pas écrite sur papier, elle ne dépend pas du regard extérieur, elle ne vise pas la reconnaissance. C'est un pacte silencieux. Même si personne ne regarde, je continuerai à faire ce qui est juste. Carl Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir pleinement soi-même. Mais ce soi profond ne peut émerger dans le chaos. Il a besoin d'une structure, d'un cadre stable, cette loi intérieure. Elle agit comme une colonne vertébrale psychique. Sans elle, l'être est tiré dans toutes les directions. Motivé un jour, vidé le lendemain, inspiré le matin, désengagé le soir. Mais lorsque cette loi est posée, tu n'as plus besoin de motivation pour agir. L'engagement devient une seconde nature. La psychologie moderne appelle cela l'autorégulation fondée sur les valeurs. Jung, lui, allait plus loin. Il parlait d'alliance sacrée entre l'ego, la conscience du moi, et le soi, le centre lumineux de l'être. Quand ces deux pôles se synchronisent, tu ne vis plus en te demandant ce que tu veux ou ressens, mais selon une boussole beaucoup plus profonde, ce que tu as décidé d'honorer, coûte que coûte. Prends l'exemple d'un artisan qui sculpte le dos d'une statue là où personne ne le verra jamais. Pourquoi le ferait-il? Parce qu'il sait que l'œuvre n'est pas complète si elle n'est pas entière. Il n'agit pas pour plaire, mais pour rester fidèle à sa propre vision. De la même manière, la personne qui vit selon une loi intérieure agit toujours avec intégrité, même dans le silence, même sans applaudissements. C'est ce type d'énergie invisible qui dégage un charisme tranquille, celui de ceux qui n'ont plus besoin de parler fort pour être entendus. À l'inverse, celui qui vit sans cette loi dépend constamment des circonstances. Il travaille bien quand il est observé, se relâche dès qu'il est seul. Son comportement n'est pas guidé par des principes, mais par la présence d'un public. Il vit en fonction de l'extérieur et s'effondre au moindre choc intérieur. Jung appelait cela « vivre à l'énergie empruntée », celle des regards, des attentes, des normes d'autrui. Mais lorsqu'on vit selon une loi intérieure, chaque décision devient une expression du respect de soi. On ne choisit pas le bien par peur du mal, mais parce que ne pas le faire paraît faux. Et dans cette cohérence intime naît une certitude puissante. Je peux compter sur moi. Et c'est cela, le véritable socle de la force psychologique. Pas la perfection, mais la fidélité à une direction. Alors, demande-toi, quelle est la loi silencieuse que je veux servir, même dans l'obscurité? Car cette loi, une fois incarnée, deviendra ton axe, et l'univers, à son tour, commencera à s'ordonner autour de toi. À ce stade du chemin, quelque chose devient clair. Le vrai saboteur de nos standards,
ne se trouve pas à l'extérieur. Ce n'est ni la société, ni le manque de temps, ni les autres. C'est cette voix en nous, douce, raisonnable, compatissante même, qui sait exactement comment nous convaincre de renoncer, petit à petit, à ce que nous avions juré d'honorer. Carl Jung appelait cette voix l'ombre. L'ombre n'apparaît pas comme un démon. Elle vient comme une amie. Elle ne dit pas « abandonne », elle murmure « juste pour aujourd'hui ». Elle ne dit pas « trahis-toi », elle souffle « sois indulgent avec toi-même ». Et ainsi, elle barguigne tes standards, non par la force, mais par l'argumentation. Tu avais décidé de te lever tôt pour écrire? L'ombre dira que tu as besoin de repos. Tu voulais dire non à une demande envahissante? Elle te dira que tu es quelqu'un de gentil. Tu t'étais promis d'être vrai dans une conversation? Elle te rappellera qu'il ne faut pas blesser les autres. Et chaque fois que tu écoutes cette voix, un petit morceau de ta confiance en toi s'effrite. Jung disait que l'ombre est un problème moral, car elle te demande un choix permanent, te respecter ou t'épargner. Et la tragédie, c'est que plus tu choisis de t'épargner, plus ton inconscient apprend à ne plus te prendre au sérieux. Cette mécanique est insidieuse. Elle ne détruit pas tes standards d'un coup. Elle les use à coups de micro-renoncements. Et tu ne t'en rends compte que trop tard, quand tu ne crois plus vraiment en ce que tu dis, quand tes promesses deviennent des intentions floues, quand ton identité devient vague, désaccordée, vide de direction. L'ombre ne cherche pas à te détruire, elle veut te protéger de la souffrance, de l'inconfort, du rejet. Mais ce faisant, elle t'arrache la possibilité de grandir. C'est pourquoi, dans la perspective jungienne, il ne s'agit pas de la combattre, mais de la regarder en face, de reconnaître ses tours, ses justifications, ses discours déguisés. Commence par observer ces moments où tu entends en toi « ce n'est pas si grave, tu compenseras demain, tout le monde fait pareil ». Ce sont les mots préférés de l'ombre, et à chaque fois que tu les entends, ne te bats pas. Respire, reconnais sa présence, et choisis autrement, même juste une fois, car chaque fois que tu refuses ce pacte, tu ne gagnes pas qu'une action. Tu reprends un morceau de ton pouvoir intérieur. Tu dis à ton inconscient « je suis capable de me tenir droit, même dans le doute ». Et peu à peu, une autre voix émerge, plus calme, plus stable, celle de ton centre, celle du soi. Et là, tes standards cessent d'être des idéaux. Ils deviennent ta manière naturelle d'exister. À un moment ou un autre, lorsque tu entres vraiment dans le processus d'élever tes standards, tu fais face à une vérité inconfortable. Ce ne sont pas toujours tes propres critères que tu poursuis. Tu crois vivre selon tes valeurs. Mais en regardant de plus près, tu réalises que tu vis souvent pour correspondre à une image. Cette image, Jung l'appelait la persona, le masque social que nous adoptons pour être acceptés. Il ne s'agit pas d'une façade malhonnête, mais d'un mécanisme de survie. Depuis l'enfance, on apprend qu'il faut être souriant, gentil, raisonnable, agréable. Et sans nous en rendre compte, nous construisons une version de nous-mêmes qui plaît à tout le monde, sauf à nous. Dans le monde moderne, la persona est devenue une norme. On nous montre partout le modèle du bon vivant, de la femme parfaite, du leader inspirant. Et plus on s'efforce d'atteindre cette image, plus on s'éloigne de notre vérité. Nos standards cessent d'être des engagements sacrés et deviennent des efforts pour se conformer aux attentes du collectif. Mais ce que Jung nous rappelle, c'est que l'âme ne peut pas vivre dans un moule. Elle a besoin d'espace pour respirer, pour s'exprimer, pour se contredire parfois, et c'est pourquoi, un jour, ce masque craque. Tu l'as peut-être déjà vu chez quelqu'un. Cette personne qui semblait avoir tout. Carrière brillante, famille heureuse, vie bien cadrée, jusqu'au moment où elle s'effondre, quitte tout, disparaît quelque temps. Le monde appelle ça une crise. Jung y voyait l'éveil du soi, le moment où l'âme ne supporte plus d'être comprimée dans une image. Et c'est là que surgit la grande question. Les standards que tu suis, sont-ils vraiment les tiens? As-tu défini toi-même ce qu'est la réussite?
Ou as-tu adopté le modèle social sans le remettre en question? Ton besoin de stabilité, de reconnaissance, de statut, est-il né dans ton cœur ou dans le regard des autres? Retirer la persona ne veut pas dire rejeter tous les rôles sociaux. Cela signifie ne plus se confondre avec eux. Tu peux être parent, professionnel, ami, mais tu sais que tu es plus que ça. Tu peux être fort, mais aussi fragile. Tu peux guider les autres, mais aussi te perdre parfois. Et c'est là que les vrais standards naissent, non pas de l'extérieur, mais du centre. Ils ne sont pas bruyants. Ils ne cherchent pas l'approbation, mais ils rayonnent. Et autour de toi, les autres le sentent. Dans un monde où chacun ajuste son masque pour appartenir, oser vivre sans masque est un acte révolutionnaire, pas contre la société, mais contre la guerre intérieure entre l'âme et l'image. Et quand cette guerre cesse, tu n'as plus besoin de dire que tu élèves tes standards. Ta seule présence devient le standard. Une vie alignée, sincère et libre. Si jusqu'ici nous avons exploré comment nos standards se forment dans le silence de l'inconscient, il est un domaine où cette influence est encore plus subtile, plus intense, plus décisive. L'amour. Jung a révélé que dans chaque homme vit une image inconsciente du féminin, l'anima, et dans chaque femme, une image inconsciente du masculin, l'animus. Ces figures ne sont pas de simples archétypes intellectuels, ce sont des empreintes émotionnelles profondes, forgées par nos premières expériences avec le père, la mère, les figures d'attachement, et aussi par l'héritage culturel, les contes, les films, les récits de notre époque. Et ce sont elles qui, souvent, choisissent pour nous dans l'ombre. Tu crois être attiré par une personne pour ce qu'elle est, mais en vérité, c'est ton âme qui reconnaît un fragment d'elle-même dans l'autre. Tu ne tombes pas amoureux par logique, mais parce que quelque chose en toi se souvient, se projette, cherche à guérir. Et c'est là que les standards deviennent flous, parce que tu n'aimes plus avec discernement. Tu aimes pour compléter quelque chose en toi. Un homme, par exemple, élevé par une mère fragile, sacrificielle, développera une anima liée à la douleur, au dévouement. Adulte, il sera attiré par des femmes qu'il peut sauver. Pas par choix conscient, mais par le désir de rejouer un scénario intérieur non résolu. Une femme, marquée par l'absence émotionnelle d'un père froid, pourra projeter son animus sur des hommes distants, convaincus qu'ils sont profonds, mystérieux. Mais en vérité, elle cherche à revivre l'absence, dans l'espoir inconscient de la transformer. Jung appelait cela la compulsion de répétition. Non pour souffrir, mais pour achever symboliquement ce qui n'a pas été digéré. Le problème, c'est que tant que ces images restent inconscientes, tu ne choisis pas vraiment. Tu rejoues. Tu n'aimes pas la personne en face. Tu aimes l'image de toi-même que tu vois en elle. Et lorsque cette projection tombe, inévitablement, la déception arrive, suivie souvent de la croyance. L'amour est trop compliqué. Mais l'amour n'est pas le problème. C'est l'inconscient qui dirige à ta place. C'est pourquoi élever ses standards en amour ne commence pas par exiger plus des autres, mais par se connaître profondément. Connaître son anima, son animus, ses blessures, ses répétitions. Lorsque tu vois ton propre schéma, tu te libères. Tu n'aimes plus pour guérir, mais pour partager. Tu ne demandes plus à l'autre de te réparer. Tu choisis des relations qui t'aident à devenir plus vrai. Et là, l'amour change de fréquence. Il ne te consume plus. Il t'élève. Il ne t'attache plus. Il t'ouvre. Jung disait que l'amour n'est pas la fusion, mais la rencontre de deux âmes en chemin vers elles-mêmes. Quand tes standards amoureux viennent de ce lieu, tu ne cherches plus un miroir flatteur. Tu cherches un écho sincère. Et cela, c'est le plus haut standard que l'amour puisse atteindre.